Donc, bienvenue sur le Café e-Santé. Donc, pour rappel, les cafés e-Santé, ce sont des webinaires thématiques qu'on a lancés en fin d'année dernière. On avait fait les premiers sur la téléexpertise. Et puis, ça nous a paru important d'enchaîner avec la thématique Mon espace santé et notamment toute cette notion d'ambassadeur et de réseau des ambassadeurs. Donc, ça va être le thème d'aujourd'hui. Donc, avant de démarrer, juste comme vous allez être assez nombreux aujourd'hui, on a fait le choix de désactiver vos micros. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les reprendra en fin de présentation. Et pour information, donc le webinaire est enregistré. Donc on a articulé le webinaire d'aujourd'hui en 3 grands temps. Donc une rapide introduction sur quelques chiffres de déploiement de mon espace santé. Ensuite, on a le docteur Reynard qui interviendra qui fera un retour d'expérience sur ses usages de mon espace santé et son rôle d'ambassadeur. Et puis, on a Sandrine Allard et Kennedy Clem de l'Agence régionale de santé qui feront un focus sur l'accompagnement régional. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole à Sandrine Allard, du coup, pour l'introduction. Bonjour. Donc, slide suivante. Donc, mon espace santé a fêté ses 2 ans il y a peu, le 29 février dernier. Et c'est l'occasion pour nous de vous partager quelques chiffres clés qui témoignent que c'est un outil prometteur. Diapositive suivante. Cécilie. Donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons plus de 20 millions de documents qui sont alimentés aujourd'hui dans l'ensemble des dossiers médicaux, hein, puisque mon espace santé, il y a le volet dossier médical qui est alimenté automatiquement par les professionnels de santé. La deuxième, c'est les profils donc médicaux qui sont complétés par les patients. Donc, cette première chose, c'est vraiment qu'on a un grand succès sur les dossiers médicaux qui ne sont plus vides. Vous pouvez voir dans la carte à droite, donc sous forme de couleur, qu'en fonction de l'intensité des versements qui sont faits par les professionnels de santé, on peut aller jusqu'à plus de 7 documents par habitant. Donc aujourd'hui, la moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes est de 3,25. Il n'y a pas à rougir sur les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire et de l'Isère qui sont, eux, en forte alimentation automatique grâce aux établissements, mais grâce aussi aux professionnels de santé libéraux. L'autre point important, c'est qu'effectivement, vous voyez, les établissements, c'est près de 250 000 dossiers qui sont alimentés tous les mois. Donc, ça veut dire que le rythme de croisière est pris. Et nous avons également des acteurs qui prescrivent ou qui consultent, en tous les cas fortement, ce sont les pharmacies, puisque près de 18 000 dossiers tous les mois sont également alimentés, que ce soit par une note vaccinale ou une ordonnance qui était perdue et qui a été réceptionnée. En conclusion, sur ces 2 ans, c'est aussi de témoigner du soutien important des médecins généralistes, que ce soit dans l'alimentation ou dans la consultation. On rappelle notamment que la consultation peut se faire depuis votre logiciel de cabinet ou depuis l'accès web DMP. Je conclurai cette courte intervention en disant qu'il y a eu une enquête de notoriété sur mon espace santé. Et aujourd'hui, donc les Français s'en emparent et plus de 57% d'entre eux sont prêts à l'utiliser et à l'activer si c'est recommandé par leur professionnel de santé de proximité. Voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment vers un numérique en santé qui prend du sens et qui est soutenu par différentes personnes dans le parcours du patient. Je cède la place au docteur Reynard. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Reynard, je suis médecin généraliste installé dans l'ouest lyonnais. Donc la tâche est un petit peu difficile de faire un état des lieux de 2 ans de déploiement de mon espace santé. Je vais essayer de vous faire partager l'expérience de 2 côtés, le côté professionnel
de santé en tant que professionnel qui alimente et celui qui est des professionnels de santé, celui qui essaye de convaincre ses patients de l'utiliser. Du côté donc, de la médecine ambulatoire et des médecins généralistes en particulier, depuis 2 ans, il y a eu donc les logiciels métiers qui se sont mis à nous faciliter la tâche en faisant des applications intégrées qui nous permettent d'alimenter nos logiciels à partir du logiciel Mon Espace Santé Numérique. La difficulté que nous avons dans notre profession, c'est que nous n'allons pas être en termes de volume, mais en termes de qualité, sans que ça soit dégressif, de documents. À savoir que là, il y a des chiffres qui sont avancés, donc il y a des alimentations qui sont automatiques. Le médecin généraliste, lui, son principal document à travailler, c'est ce qu'on appelle un volet de synthèse médicale, qui est structuré selon des codes sources très précis par le logiciel et qui vont être implémentés dans Mon Espace Santé Numérique. Vous me diriez, ça sert à quoi? Ça va servir à déjà avoir beaucoup de data données et de pouvoir cibler des rappels des patients. Par exemple, de savoir sur mon secteur tous les diabétiques et faire des opérations coordonnées avec de la data donnée, avec les pharmaciens, avec les infirmiers pour cibler éventuellement certaines niches de patients. Je dirais la plupart des logiciels métiers sont actuellement prêts et sans bug pour alimenter. C'est encore perfectible comme tout outil qui commence, mais on va vraiment vers le mieux. Les 2 documents donc, sont le volet de synthèse médicale et l'autre document est l'ordonnance du médecin qui reprend l'ensemble de traitements chroniques du patient. Ça va surtout servir à l'interface avec les officines pour avoir une conformité quand le patient a oublié ou à l'ancienne ordonnance, ce qui est très courant en ambulatoire. Ça permet aussi donc ça, c'est dans le sens unidirectionnel du médecin généraliste à partir du dossier médical patient qu'il a dans son logiciel vers Mon Espace Numérique Santé. Il y a l'autre direction, c'est de pouvoir refaire remonter une information du dossier médical, de Mon Espace Numérique vers le logiciel métier du praticien. C'est utile pour les comptes rendus de certaines spécialités ou d'établissements dans le cas où on n'aurait pas eu l'information. Le fait que l'établissement publie en un clic droit ou 2, on peut incrémenter un compte rendu d'hospitalisation directement dans notre logiciel. Donc, ça nous rend aussi une sécurité d'avoir accès à la donnée en temps autant T quand on est devant le patient et ne pas devoir décaler une recherche d'informations, ce qui était le cas auparavant. Il fallait demander au secrétariat de nous envoyer tel ou tel, même en messagerie sécurisée, quand ils ont oublié de le faire, parce que c'est souvent ça peut arriver assez régulièrement quand c'est pas automatisé, ou alors parce qu'ils n'ont pas notre bonne adresse. Où ils ne sont pas encore habitués à chercher dans l'annuaire MS Santé. Ça dépend du niveau de compétence de certains établissements et c'est très disparate encore, il faut de la formation. Ça peut nous sauver la mise devant un patient avec l'information qui est nécessaire pour gérer ça. Ça, c'est donc le côté professionnel, pour faire court. Pour le côté convaincre nos patients d'utiliser, la tâche est plus périlleuse. Ça va dépendre évidemment de leurs compétences numériques. Donc, dans un premier temps, mon témoignage, c'est que j'ai essayé de cibler les patients les plus chroniques et les plus connectés. J'ai de beaux exemples où ça marche bien, avec des patients qui n'étaient pas forcément très à l'aise au départ, mais qui ont fait le choix et qui ont vite compris l'intérêt pour eux. Et ça, il faut essayer de trouver l'utilité pour le patient. Il faut qu'il soit obligé. Si on n'oblige pas par l'utilité à utiliser, ça tombe très vite dans l'oubli. Il ne sait plus, il n'a plus ses codes, il n'y arrive plus. Voilà. Donc, dans la maison de santé où j'exerce, on a fait le choix qu'à chaque consultation de suivi chronique, on publie l'ordonnance chronique en lui disant qu'il la retrouve sur son espace numérique santé.
quand il a validé son espace numérique santé, il reçoit automatiquement une notification comme quoi il y a un document de son docteur qui a été publié. Donc, ça va attiser sa curiosité, il va aller voir par expérience, il y va. C'est le cas, par exemple, pour mes visites de mes patients à domicile, où je travaille souvent en amont de la visite sur mon logiciel. Je publie l'ordonnance et dans la journée, ils savent que je vais passer, ils savent à quelle heure je vais passer. Ils disent « Ah, mais j'ai vu ce matin que vous aviez publié mon ordonnance, aussi dernier contrôle d'hospitalisation. » Voilà. Donc, on voit qu'ils utilisent, je dirais maintenant depuis 1 an réellement, où je vois qu'il y a une utilisation des patients. Voilà. La route est encore très longue et c'est à nous de convaincre. Donc, à chaque consultation, chaque contact, on essaye de leur rappeler qu'ils ont cet espace qui leur appartient. Et donc, on part vraiment de ceux qui sont très connectés. Il y a beaucoup de patients qui classent leur dossier dans des clouds divers et variés, que ça va du Gmail au cloud d'Apple ou à différents clouds. Et on leur dit, tout ce que vous avez bien classé, là, essayez de le classer dans votre espace numérique. Et puis, nous, on regarde et voilà, ça les rassure à la santé, je suis sur votre espace numérique, je regarde, ah oui, vous avez mis ça, vous ne l'avez pas bien classé, ok. Ça peut prendre 30 secondes, il ne faut pas essayer de vouloir tout faire, mais c'est la répétition des consultations où on acquiert une certaine compétence de nos patients. Le retour, pour finir, il est plutôt très positif. Il y a une certaine appétence aussi à l'utilisation de la messagerie patient qui commence. Alors avec un retour ou pas, de la possibilité de nous répondre ou pas, ça dépend des motifs pour lesquels on envoie un message sur leur adresse ins-patient-ms-santé.fr. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Voilà, c'est un simple témoignage comme ça, un petit peu à la volée, mais je dirais le dossier est tellement vaste et les informations tellement diverses en fonction de comment vous utilisez mon espace santé numérique et je dirais de votre intérêt que ça ne peut forcément ne pas être exhaustif complètement. Veuillez m'en excuser. Voilà, merci pour ce temps de parole. Merci, docteur Reynard. Je vous propose qu'on enchaîne la conversation. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc n'hésitez pas, on les prendra tout à la fin. On fera un temps d'échange questions-réponses. Je vais remettre le diaporama. Très bien, écoutez, je vous remercie en tous les cas pour cette intervention qui illustre le quotidien des professionnels de santé, ce temps passé à qualifier pour vous ou pour les autres professionnels de santé qui suivent ces patients. Donc moi, je vais vous parler du réseau des ambassadeurs en Auvergne-Rhône-Alpes et vous donner de l'information concrète sur comment aujourd'hui il se constitue. Donc, pour soutenir une telle démarche, nous appuyons sur 3 écosystèmes qui viennent se compléter. Les ambassadeurs du monde de la santé, tels que le docteur Reynard a pu témoigner, et nous avons d'autres personnes aussi qui sont convaincues et pour lesquelles nous avons des interviews aussi que vous pourrez découvrir sur notre chaîne YouTube. Donc, nous nous appuyons effectivement sur le GCS SARA, toute son équipe, pour notamment amplifier les usages de la messagerie sécurisée citoyenne et notamment les échanges qui sont sécurisés vers cette messagerie au sein de mon espace santé, qu'on appelle la messagerie sécurisée citoyenne. Donc, cet écosystème de la santé se modernise à grands pas avec le programme du Ségur du numérique. Et donc, c'est important effectivement qu'on puisse, on va dire, sur la partie technique, être prêt. L'autre écosystème sur lequel nous travaillons et nous échangeons significativement dans cette démocratie en santé, ce sont les ambassadeurs, donc affiliés notamment à France Asso Santé. Je cite donc 3 associations qui sont remarquables avec lesquelles on fait des actions, en particulier France Rhin, la Ligue contre le cancer ou les URAF. Les représentants d'usagers sont des acteurs convaincus, en tous les cas, que mon espace santé, notamment sur les maladies chroniques, vont aider les patients à s'en saisir, à éviter d'amener avec eux, lors des échanges avec les professionnels de santé, un classeur épais. Voilà, donc d'essayer de leur faciliter la vie.
Et le troisième écosystème qui est important pour nous, qui est parfois pas assez connu du grand public, hein, qui sont les personnes qui travaillent dans l'inclusion du numérique et au service de l'État, les conseillers du numérique ou les maisons France Service. Alors, nous avons notamment la Croix-Rouge qui est très engagée pour accompagner justement les publics vulnérables et également la Mednum. Donc, les conseillers numériques réalisent des ateliers d'aide à la prise en main des outils informatiques. Et donc, ça permet notamment pour ceux qui ne sont pas familiers, que ce soit sur le volet santé avec l'ouverture d'un compte Amélie hein, pour accéder à ses droits, ou que ce soit tout simplement pour comprendre à quoi sert donc Amélie et quelle est la différence entre Amélie et mon espace santé. Et puis, il y a effectivement une large couverture des structures France Service aujourd'hui hein, qui permettent d'aider tout citoyen sur notamment les services dématérialisés de l'État. Ils ont été connus notamment avec la déclaration des impôts et aujourd'hui prennent en main 9 partenaires, que ce soit sur l'emploi, l'habitat ou la santé. Donc, les ambassadeurs, qui sont-ils? Sur chacun des 3 écosystèmes, je vais vous donner quelques mots. Donc, nous avons en effet des grands témoins qui aujourd'hui nous parlent de mon espace santé dans leurs usages, qu'on soit un professionnel de santé libéral. Donc, c'est important aussi à l'issue de la consultation ou en amont de la consultation d'expliquer à quoi va servir mon espace santé, pourquoi il est important de l'activer ou en tous les cas de compléter son volet de synthèse musicale et les éléments. Nous avons un patient partenaire qui témoigne, une responsable de la qualité de la gestion des risques en établissement et d'autres. Donc, c'est vraiment important de bâtir cette confiance du numérique et aujourd'hui, on a besoin de ces visages multiples dans les différentes structures de santé. Nous œuvrons également avec les associations qui se présentent à nous en informant à l'occasion de journées de santé ou de journées notamment sur le dépistage. Donc ça, c'est vraiment important. Là, vous voyez, hier, il y avait une journée de dépistage colorectal donc, durant cette semaine de promotion du dépistage et nous y étions associés. Donc, ce sont des stands d'information. Et nous permettons également, avec une petite tablette, de pouvoir activer le compte Mon Espace Santé si les personnes ont leur carte vitale pour pouvoir consulter les documents qui y sont déjà déposés. Le troisième acteur clé de ce dispositif, c'est l'inclusion du numérique. Donc, comme je vous disais, ils sont répartis sur le territoire. Qu'on ait besoin de comprendre ou qu'on ait besoin de se faire aider, vous avez ici, et je pourrais vous remettre dans le chat, une cartographie pour identifier les personnes qui sont proches de vos structures. Donc, en conclusion, ce qu'il est important de comprendre pour mon espace santé, c'est que ces 3 écosystèmes contribuent à faire gagner du temps sur les professions médicales et notre objectif est de créer des ponts, justement, entre ces acteurs qui sont moteurs et la communauté des professionnels de santé, que ce soit les services d'accueil ou d'admission dans les établissements, que ce soit les professionnels de santé, médecins ou infirmières ou aides-soignantes, ou encore les représentants d'usagers ou patients partenaires. Donc, nous avons la possibilité déjà d'une part de vous encourager à ouvrir votre propre espace santé parce que du coup, l'objectif, c'est de pouvoir en parler en sachant quelles sont les rubriques. Hein. Vous pourrez y découvrir notamment les vaccinations Covid qui sont déjà déposées. Vous pourrez notamment déclarer des personnes à prendre en cas d'urgence. Donc, dans la diapositive suivante, vous avez ce qu'on appelle une démonstration. Hein. C'est une application qui est disponible aussi bien sur tablette que sur téléphone portable. Il y a également un accès par ordinateur donc, pour les personnes qui sont plus familières, effectivement, des accès donc, numériques par leur propre ordinateur. Et d'ailleurs, ils pourront même y associer des documents qu'ils auront peut-être déjà enregistrés dans leur ordinateur sous forme de classothèque. Voilà, donc je reste à votre disposition s'il y a des questions.
Merci beaucoup. On peut peut-être commencer par reprendre les questions du coup qui attendent dans le chat. Donc, je crois qu'on a eu plusieurs questions sur l'obligation du consentement pour l'alimentation et pour la consultation du DMP. Je ne sais pas, docteur Hénard ou Sandrine, si vous voulez répondre. Alors, j'ai répondu à cette première question. Docteur Hénard, vous pourrez compléter. Ce que j'ai dit, c'est que le consentement aujourd'hui, tel qu'il est évoqué, il peut être oral, donc en face à face, lors de la consultation. Ça, c'est un point important. Par ailleurs, les logiciels aujourd'hui de cabinet qui se sont modernisés ont une petite pop-up, hein, en tous les cas, qui leur demande de confirmer que le consentement est bien exprimé par le patient. Voilà. Tout à fait. Les logiciels métiers, il y a un pop-up obligatoire et il y a un système aussi de bris de glace, c'est-à-dire si on n'a pas le patient devant nous, mais qu'on estime en tant que médecin traitant devoir accéder à cette information, on peut shifter cette demande dans le mode urgence et c'est le cas aussi de tous les services d'urgence et institutions. Il y a un système de bris de glace. Voilà. Mais dans l'absolu, il faut avoir l'accord du patient. Je dirais, si vous êtes quand c'est dans un moment de soin, cette question est finalement secondaire puisque le fait d'être dans le soin met déjà l'accord du patient de lui-même tacite. Donc, voilà. Alors ensuite, il y a une question sur les ordonnances où il est demandé s'il n'y a pas une remise également au format papier pour les patients, au-delà de la dématérialisation. Alors, il ne faut pas confondre l'ordonnance numérique et la publication d'une ordonnance sur mon espace numérique. Ce sont deux process totalement différents. Vous avez d'un côté un process intelligent, avec on pourra assimiler ça à de l'IA, et d'un autre côté simplement un dépôt d'un document PDF sur mon espace numérique. Donc mon espace numérique, c'est un dépôt de documents en 2024 en tout cas pour l'instant. Donc en fait, c'est une copie de l'ordonnance, éventuellement sécurisée par la position d'une signature, mais elle ne fait pas office de prescription. La prescription numérique, c'est un autre process qui va permettre de faire bidirectionnel entre les officines et le prescripteur, où il y aura une vérification avec un QR code. Pour exemple, si sur votre ordonnance, il y a 10 lignes de médicaments et que vous allez dans une ordonnance et qu'elle vous délivre deux lignes de médicaments, vous retournez dans une autre officine avec cette ordonnance numérique en papier avec le QR code. Quand le pharmacien va scanner ce QR code, il ne pourra en aucun cas vous redélivrer les deux lignes qui ont déjà été délivrées. Voilà, c'est pour éviter justement le mésusage ou l'abus de certaines délivrances. Donc, c'est deux process totalement différents. Alors après, oui. Pour prendre la suite, effectivement, sur les sujets des officines, alors, vous disiez, enfin, vous interrogez si les officines sont réceptifs à ces outils. Et oui, aujourd'hui, on le voit par les chiffres de consultation et d'alimentation. C'est-à-dire que, comme le disait le docteur Reynard, la première chose, c'est si on a l'habitude de perdre des documents, il est important tout de suite, effectivement, de les numériser et on les retrouvera facilement. Par ailleurs, on peut également adresser l'ordonnance qui est présente dans mon espace santé à l'officine de proximité pour la préparation d'un traitement, notamment sur les traitements de chimio. Il est important que l'officine puisse préparer l'intégralité du traitement avant que le patient vienne le retirer. Et donc, comment est-ce qu'on peut signaler en fait donc cette ordonnance à la pharmacie? Tout simplement en la retrouvant dans l'envoi d'un message sécurisé et toutes les officines, vous pouvez rechercher dans un nom d'un professionnel de santé, il y a aujourd'hui déjà un canal qui est ouvert. L'usager peut écrire à son officine de proximité. Ok. Alors après, je vais essayer de regrouper un peu les questions dans la mesure du possible. Docteur Reynard, il y avait des questions sur les freins rencontrés à l'utilisation de mon espace santé de la part des patients et comment vous encouragez ces patients à l'utilisation. Et une autre question un peu en lien sur si vous avez des expériences négatives ou événements indésirables en lien avec l'outil. Alors, les freins patients, le frein patient, donc si on considère que c'est
un manque de volonté, honnêtement, je ne l'ai pas rencontré à mon échelle, à part quelques patients, je dirais, très, comment dire, très prudents sur le numérique, mais ils seront la même chose pour leur déclaration d'impôt que pour leur banque en ligne. Donc, s'il y a un peu le pendant des anti-vax, je vais avoir les anti-numériques. Ça représente une fraction, pour moi, en tout cas, de ma patientèle. Ça se compte en, je ne sais pas s'il n'y a pas 1%, ça serait déjà énorme. Je pense qu'on est sur des 0 et quelques pourcents de ma patientèle. Donc ça, c'est le frein vraiment, non, c'est voilà. D'ailleurs, ils ont, vous savez, les patients ont la possibilité de renoncer à cet espace, donc ils peuvent dénoncer et fermer leur espace. Et je suis jamais tombé sur un espace fermé pour l'instant. Bon, après, forcément qu'il y en a, faut pas être naïf, mais pour l'instant non. Après, le frein, c'est à l'usage. C'est la compétence, et c'est là où tous les services que Madame Allard a évoqués vont être mis on va les référer vers les France Services. Par les CPTS, on est en train de créer aussi, peut-être avec des clubs informatiques. Souvent, c'est des seniors qui sont ces clubs informatiques, d'essayer de les mettre un peu dans la boucle et ce genre de choses. Ça, on peut faire des choses, vers des référents numériques, comme ça a été bien expliqué dans le PowerPoint. Mais c'est la connexion, surtout la connexion avec le jeu mot de passe, double identification, ce genre de choses qu'il faut qu'ils s'approprient. Donc, ça demande une compétence et un usage, et ça va être le principal frein à l'usage. Voilà. Une fois que le process de l'identification est acquise, pour ceux qui ont un smartphone, c'est juste génial parce que ça leur envoie une notification et ça les incite à l'utiliser. Mais donc, voilà pour le. Et l'autre partie de la question, je ne me souviens plus. C'est plus les difficultés avec l'outil en lui-même. Voilà, s'il y avait eu des problèmes ou en tant que professionnel. Des effets indésirables. Les effets indésirables, non, pas au niveau patient. Je dirais que c'est au niveau professionnel où on est très, très, très prudent parce que le niveau d'exigence et comment dire, d'exigence de mise, de publication des données est importante. Quand c'est automatisé, on trouve tout et n'importe quoi, parfois. Donc, on est, nous, très prudents sur le recueil de l'information qu'on va lire. Et c'est d'où l'intérêt, je vous parlais tout à l'heure des volets de synthèse médicale, où là, c'est un document validé par le médecin traitant de tous les antécédents et du traitement en cours à un instant T. Ça, il est généré par notre logiciel à condition qu'on l'ait structuré selon certaines classifications internationales. Et donc, par exemple, quand on parle d'une hypertension, que ce soit de Brest à Marseille, ça va être la même. Voilà. Donc, c'est juste sur vraiment faut que l'information publiée soit vérifiée par un professionnel et bien signée. Voilà. C'est juste ça. Autrement, événement indésirable, j'ai pas d'autres au niveau de mon expérience. Merci. Peut-être en écho à la première partie, il y a plusieurs questions sur la mise à disposition de documents pour accompagner les usagers, les patients. Où est-ce qu'on peut les trouver, les commander? Ça peut-être que Sandrine, je te laisse. Oui, tout à fait. Donc, en effet, aujourd'hui, donc que ce soit des fiches pratiques, que ce soit des documents de type flyer, je vais vous mettre dans le chat le lien vers toute la partie ressources qui est aujourd'hui déjà sur le site internet. D'autres compléments peuvent être notamment sur l'animation. Donc, des conseillers numériques qui ont accès aux ressources. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Il y a aussi en complément, on va dire, des outils grand public, des outils personnalisés qui permettent de tenir un petit atelier. Je pense notamment à un atelier en complément de l'éducation thérapeutique du patient qui permet d'illustrer dans ma maladie chronique comment j'adopte mon espace santé. Et il y a également deux questions autour des ambassadeurs. La première, c'est comment devenir ambassadeur? Et la seconde, c'est est-ce qu'on peut mobiliser des ambassadeurs pour des interventions, par exemple, en établissement? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui connaît mon espace santé. Donc, ceux qui connaissent déjà ou qui veulent en savoir plus, qu'ils se manifestent dans le chat, on reprendra contact avec eux. D'autre part, sur le site donc de l'Agence régionale de santé, vous avez devenir ambassadeur et donc les premiers pas qui sont indiqués. Donc ça, c'est tout à fait possible.
Et puis ensuite, faire des actions de promotion dans les établissements de santé. Donc, il est important effectivement qu'il y ait un référent Mon Espace Santé dans l'établissement, puisque du coup, nous sommes en lien avec tous les établissements, les GHT, qui aujourd'hui sont des acteurs qui disposent déjà des ressources, donc que ce soit fiches pratiques, voilà. Donc, aujourd'hui, toute cette communauté est en train de se moderniser et pas de souci pour donc diffuser largement ces kits. Et merci. Alors après, il y a plusieurs questions qui concernent les établissements de santé. Ça, je pense que je vais pouvoir y répondre. Donc, il y avait une question sur l'alimentation du DMP avec la lettre de liaison en MCO. Donc, je confirme que la plupart des établissements aujourd'hui alimentent le DMP avec la lettre de liaison. Ça fait partie des documents de sortie qui étaient incités pour l'alimentation du DMP dans le cadre du Ségur. Par contre, il y a une question sur la consultation du DMP en établissement. Et aujourd'hui, les logiciels, les DPI, ne sont pas en mesure de permettre la consultation du DMP. Il faut encore, pour les professionnels, passer par le web DMP. C'est prévu dans les feuilles de route, mais ce n'est pas encore opérationnel. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour des questions. Alors, il y a une question sur les conseillers numériques, encore une dernière question. En tant que conseiller numérique, peut-on envisager un partenariat avec les maisons de santé et CPTS pour proposer d'accompagner les patients à l'utilisation de Mon Espace Santé? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai aussi une étiquette, je suis président de ma CPTS. Il est évident que tout cet écosystème au niveau aura encore plus de pertinence d'un point de vue territorial, de proximité, puisque comme c'était dit en introduction, la confiance en l'outil va devenir des acteurs de proximité. Si le patient, dans son parcours, à chaque fois qu'il a un contact, il est devant un professionnel convaincu et qui utilise l'espace, ça va lui-même le convaincre à l'utiliser. Donc, avec les CPTS, vous pouvez les contacter et ça fait partie des missions socles, pas étiquetées comme concrètement, mais on peut le prendre par exemple dans la mission socle de l'accès aux soins ou dans la qualité des soins. On a différentes possibilités dans les missions socles d'incorporer un projet avec du financement et de pouvoir éventuellement programmer des actions territoriales de proximité. Ça peut être un atelier, ça peut être l'intervention d'ambassadeurs avec la rémunération éventuellement à la clé de ces professionnels qui interviendraient. Voilà. Et pour les MSP, c'est la même chose que la CPTS, sauf que c'est à une plus petite échelle. C'est peut-être pertinent les MSP sur des territoires très éclatés où la MSP fait office quasi d'un centre de soins avec un gros bassin de population. Moi, je vous encourage surtout à contacter les CPTS dans un premier temps. Encore une question sur la promotion. Utilisez-vous les directives anticipées pour faire la promotion de l'espace santé et réciproquement? Alors, on n'en est pas là. Parce qu'on en est en train de… Nous, tout ce qui se dit au niveau politique, tout ça est très, très bien. Mais dans le concret, on en est plutôt à promouvoir le fait et d'expliquer ce que c'est une directive anticipée. Et là, si on parlait de frein, il y a un gros frein et il est tiré à 50% en permanence. Donc, c'est beaucoup plus difficile. On n'en est pas à publier sur l'espace pour l'instant. Moi, en tout cas, dans mon expérience, je ne l'ai jamais fait. Et je ne l'ai jamais vu d'un point de vue de mes patients. Mes patients, en fait, dans nos logiciels métiers, on a également un espace numérique dédié à ces directives anticipées. Et on commence à avoir, pour vous dire un petit peu où on en est dans l'avancement, où on scanne des documents qu'ils ont téléchargés sur Internet, des formulaires qu'ils remplissent, ou sous formulaire libre, on les scanne et on les met dans notre directive anticipée. Après, c'est de la donnée ultra sensible et je ne pense pas qu'à 2 ans du déploiement de mon espace numérique, c'est là-dessus qu'il faut se battre parce que c'est un petit peu casse-figure pour parler correctement. Déjà de base, sur un papier, c'est très compliqué. Alors, si vous mettez ça, la protection de données, le RPGD, la notion du médecin, il publie à quel temps, est-ce qu'elle est encore valable, et d'un point de vue légal,
je ne pense pas que ce soit le meilleur exercice pour mon espace numérique pour se déployer. Mon conseil, c'est vraiment de vous focaliser sur des données médicales simples, sécurisées, validées par des professionnels de santé pour pas qu'il y ait d'événements indésirables. Il ne faut pas tout vouloir faire d'un coup, autrement c'est la catastrophe assurée pour moi. Alors, la réponse, elle est claire. J'ai mis un autre biais pour pouvoir parler de mon espace santé. Effectivement, c'est plutôt la prise en charge en cas d'urgence. Et je pense que vraiment, ça a un impact assez percutant quand du coup, par quelques clics, d'une part, on déclare sa pathologie, on déclare les personnes à prévenir en cas d'urgence. Là, c'est des minutes de sauver et du temps gagné. Je propose de prendre 2 dernières questions. Alors, il y avait une précision sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour les MCO et la lettre de liaison. Pour moi, oui, ça remplace la remise en main propre. Après, je ne connais pas par cœur la réglementation de la HAS, mais pour moi, ça ne nécessite plus de donner une version papier si le document est dans le DMP. Et après, donc, il y avait une question sur quels sont les documents qui doivent obligatoirement être publiés dans le DMP ou envoyés par la MSS citoyenne. Alors ça, je n'ai pas de liste exhaustive en tête, ça dépend aussi je pense, des professions et des usages. Je ne sais pas si Sandrine ou Dr Reynard, vous avez plus d'informations sur ce sujet. Alors, oui, tout à fait. Donc, je vais pouvoir compléter, que ce soit la lettre, le compte-rendu opératoire, la lettre de liaison d'urgence. Je vais vous mettre dans le chat, en tous les cas, les documents qui sont aujourd'hui naturellement publiés en automatique et attendus. En sachant que les documents, hormis le dossier de liaison urgent, tous les documents, il n'y a pas d'obligation papier, puisque chaque professionnel, par exemple, par rapport aux acteurs régionaux, fait une déclaration comme quoi il ne veut plus recevoir en papier. Il coche quelque part dans MS Santé, dans son logiciel métier, enfin l'interface avec GSCRA, ou qui est en dématérialisé complet. Par contre, ils ont l'obligation pas seulement de publier au DMP, pareil, il faut faire attention de ne pas confondre la publication sur DMP, qui est un espace collaboratif entre professionnels de santé, et la réponse qui est la réglementation médicale. Quand on adresse un patient à un établissement, l'établissement se doit de répondre au professionnel qui a adressé le patient. Donc là, il y a une obligation légale. Donc là, il va et l'envoyer sur l'adresse du professionnel de santé et le publier. Ce sont 2 actions différentes. Quand on fait des partages de documents dans le logiciel métier, on a à chaque fois, quand on a un petit onglet, comme par exemple dans vos logiciels de discussion, on a un petit onglet partagé qui va donner 3 options: partager en publiant sur le DMP, partager en adressant sur la messagerie citoyenne du patient et troisième à adresser à un professionnel en particulier. On a les 3 options à chaque fois qui sont vraiment 3 actions différentes. Très bien, je pense qu'on arrive au bout du webinaire. Écoutez, un grand merci, Dr Reynard et Sandrine, pour votre participation. J'espère que ça aura répondu aux questions et aux nombreuses questions qui ont été posées. Et on reste à votre disposition de toute façon si vous avez, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez vous inscrire comme ambassadeur.